Aujourd'hui, on s'intéresse au circuit RLC série et plus particulièrement au suivi énergétique lors de la décharge du condensateur. Commençons par un retour rapide sur la théorie. On va considérer un générateur de tension rectangulaire, node idéal, donc avec une résistance interne de 50 ohms dont il va falloir tenir compte, branché à une bobine, non idéale non plus, en série avec une petite résistance grand R et un condensateur de capacité C connu, qui lui sera considéré comme idéal. Pour établir l'équation différentielle vérifiée par la tension du condensateur, il suffit d'écrire la loi des mailles, remplacer la tension de la bobine et celle du générateur par leur expression en fonction du courant, soit petit RI plus LDI sur dt pour la bobine, et créneau de t moins RGI pour le générateur. Et finalement, on remplace le courant par CDUC sur dt, puisque ce courant est commun à tous les dépôts du circuit, donc traverse notamment le condensateur. On obtient l'habituelle équation du second ordre qu'il suffit de mettre sous forme canonique pour faire apparaître à la fois le terme en oméga0 sur Q et le terme en oméga0 carré. En simplifiant les expressions, on voit que dans l'expression du facteur de qualité apparaît l'ensemble des résistances du circuit et non la seule qu'on ait vraiment eu l'impression de mettre, à savoir grand R. Ne reste plus qu'à faire les branchements. On part du générateur, SA1, pour aller dans la bobine, de la bobine à la résistance, ici à 10 ohms, et de la résistance au condensateur avant de revenir du condensateur à la masse du générateur avec un fil noir, s'il vous plaît. Pour les tensions à prélever, il nous faut regarder la sortie du générateur, donc brancher EA3 ici sur SA1, ainsi que la tension aux bornes du condensateur, donc brancher EA2 ici sur la borne du condensateur qui n'est pas déjà à la masse. Pas la peine de brancher la masse de 6 amps à celle du générateur, puisque c'est déjà le cas, 6 amps sert de générateur et en interne, les 5 bornes de masse de la plaquette sont branchées les unes aux autres. Tournons-nous vers Lattice Pro pour voir ce qu'il est intéressant d'observer. Si on se contente de sélectionner les deux entrées et régler SA1 pour produire un signal carré entre 0 et 5 volts, une acquisition directe ne donne pas du tout le résultat escompté. Le signal a une fréquence de base visiblement bien trop élevée pour laisser le temps au condensateur de se charger ou de se décharger. On va donc diminuer la fréquence d'un facteur 10 pour commencer, afin d'augmenter les périodes de charge et de décharge. C'est déjà mieux, mais on voit que ni la charge ni la décharge ne sont complètes. Une diminution supplémentaire d'un facteur 5 de la fréquence permet de pallier ce problème. Néanmoins, quelques acquisitions successives montrent que le déclenchement se fait un peu n'importe où, d'où la nécessité de le régler. Ici, on va se baser sur la tension du générateur, donc EA3 ici et non EA2, qui est celle qui varie de manière la plus franche. On va dire que dès que cette tension franchit le seuil de 2,5 volts, à mi-chemin du 0 et du 5 volts où elle devrait varier, et en sens descendant pour bien regarder la décharge, alors le signal est enregistré correctement avec une tension du condensateur qui descend de 5 volts et décroît en oscillant jusqu'à tendre vers 0. On va à présent utiliser la feuille de calcul de Lattice Pro comme un script Python, c'est-à-dire qu'on entre les variables en leur donnant des noms explicites, UC pour la tension du condensateur, les valeurs de la capacité C, de l'inductance L, de la résistance grand R, le calcul pour le facteur de qualité, où l'on voit que si l'on ne met que les 10 ohms dedans, on se retrouve avec un facteur de qualité de plus de 30, alors que clairement on ne voit pas 30 oscillations dans le signal. En ajoutant les résistances internes de la bobine et du générateur, la valeur tombe à 3,4 pour ce facteur de qualité, ce qui est bien plus plausible au vu de la décroissance rapide des oscillations que l'on observe. Puis on va essayer de modéliser notre décroissance avec le modèle adéquat. On choisit ici un modèle utilisateur pour être libre de la forme que l'on veut imposer. On prend ici la forme classique en A exponentiellement oméga 0t sur 2q multiplié par cosinus oméga t plus phi où la pseudo-pulsation grand oméga s'écrit sous la forme oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 4q carré. En n'oubliant pas que la variable temporelle de Lattice Pro s'appelle temps, avec un t majuscule, on essaye d'initialiser le modèle avec des valeurs déjà calculées pour l'aider à converger plus rapidement vers des valeurs plausibles. Et effectivement, on trouve une valeur de oméga 0 de 3148 radians par seconde, à comparer aux 3162 calculés précédemment, et pour le facteur de qualité, on obtient 3,416 au lieu de 3,437. Ce qui correspondrait à une résistance d'à peine 0,6 ohms de plus que celle que l'on a utilisée, largement dans les barres d'erreur de notre résistance. En d'autres termes, notre modélisation est excellente et colle parfaitement aux mesures expérimentales. Regardons à présent l'aspect énergétique de l'affaire. On sait que l'énergie stockée dans un condensateur peut s'écrire EC qui vaut 1,5 de C UC carré. Ici, comme on a mesuré UC, on peut représenter l'évolution de cette énergie au cours du temps.
On voit clairement que le condensateur commence avec beaucoup d'énergie. Normal, il est chargé. Il a donc accumulé des charges qui ne demandent qu'une chose, retourner dans le circuit, ce qu'elles font lorsque la tension du condensateur baisse, mais elles n'arrivent pas à s'arrêter et se réaccumulent de l'autre côté du condensateur après un tour, quand le condensateur se charge dans les négatifs. Puis rebelote à l'envers. Et encore une fois, avec à chaque fois une amplitude plus faible car de l'énergie est dissipée au passage du circuit. Si on calcule maintenant l'énergie stockée dans la bobine sous la forme du 1/2 de Li carré, on est un peu embêté car on ne connaît pas le courant I. Qu'à cela ne tienne, on peut le calculer à partir de la dérivée de la tension du condensateur, chose qu'on peut gentiment demander à Latispro de calculer. On peut aussi calculer la somme des énergies stockées à la fois dans le condensateur et dans la bobine. La représentation de ces deux quantités permet de voir le comportement particulier de la décroissance énergétique globale avec des paliers là où l'énergie est presque constante car le courant est presque nul, donc la dissipation par effet Joule aussi. En observant mieux la courbe, on voit qu'elle est assez anguleuse dû au fait qu'on a, somme toute, assez peu de points, ce qu'on peut mieux voir en mettant les points de mesure explicitement. On refait donc une acquisition avec 10 fois plus de points. Mais diantre, la courbe en énergie bobinique n'a pas bougé. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que Latispro pense bien à réexécuter la feuille de calcul, mais ne recalcule pas les dérivées. On doit donc imposer un recalcul manuel de cette dérivée, puis une réexécution de la feuille de calcul qui utilise cette nouvelle valeur avant de voir le résultat s'afficher. On réobtient quelque chose de comparable, mais on remarque que l'énergie stockée dans la bobine devient bruitée, de même que l'énergie totale, ce qui est lié au calcul numérique de la dérivée quand les points sont trop rapprochés les uns des autres et au fait que les valeurs accessibles de tension sont quantifiées et astreintes à des marges données qui se retranscrivent ici dans des valeurs imposées de l'énergie de la bobine. Il est donc nécessaire de trouver un compromis sur le nombre de points, ni trop pour ne pas avoir de soucis de dérivation, ni trop peu pour voir tout de même quelque chose d'assez fluide, ce qui est le cas ici avec environ 1000 points. Voyons à présent si on peut détecter l'origine de la chute énergétique. Elle est bien sûr à chercher du côté de la puissance dissipée par effet Joule. Un peu de théorie pour commencer. Si on multiplie la loi des mailles obtenue lors de la décharge, donc quand le créneau est nul, par le courant, on a naturellement d'un côté la puissance, ici nulle, fournie par le générateur idéal, et de l'autre la puissance reçue par chacun des dipôles récepteurs du circuit. On voit apparaître la puissance reçue par le condensateur, CUC fois DUC sur DT, et celle reçue par la partie idéale de la bobine, LIDI sur DT. Et en rassemblant les résistances en une seule, on a la puissance dissipée par effet Joule en RI carré. Si on intègre le tout au cours du temps, les deux premiers termes font apparaître les énergies stockées dans le condensateur, n'oublions pas sa condition initiale, ainsi que dans la bobine, avec une condition initiale nulle pour celle-ci. Le dernier terme n'est pas calculable sans modélisation poussée, mais tout à fait estimable numériquement puisque Latispro permet d'intégrer une courbe au cours du temps. On définit donc la puissance P reçue par les résistances, puis on va dans les calculs spécifiques pour demander l'intégrale de la courbe tout juste calculée, courbe que l'on peut alors observer et qui semble bien compenser les pertes énergétiques vues dans E tot. Et pour vérifier ça, on peut ajouter l'intégrale tout juste calculée à E tot pour observer que la quantité ainsi calculée reste quasi constante au cours du temps. On a bien pris en compte toutes les composantes de variation énergétique du problème.